L'espace, c'est qu'il y a une politique dominante, ou bien qu'il y a quelque chose qui s'impose pour des raisons historiques, fantasmagoriques, pour des raisons institutionnelles, administratives, et en même temps un autre espace qui peut être soit l'étranger, c'est-à-dire comme l'espace maghrébin, soit même l'étranger du dedans, qui peut être par exemple toutes sortes de régions en France, comme les Basques, les Corses et les Bretons, et qui constituent à eux-mêmes une autre altérité dans l'espace national français. Mais si je passe sur les travaux sur la lecture de Michel de Certeau, il ne place pas, par exemple, ce rapport entre l'espace public dominant et les espaces publics subalternes, en termes de représentation et en termes de pratique, parce que justement ils disent que ce sont les pratiques, l'espace à l'intérieur de lieux, justement, qui constitue cette reconfiguration et ce changement de situation. C'est-à-dire, il déplace la problématique de la psychologie sociale à la pragmatique des usages. Et ce sont justement les usages qui tentent justement qui tentent de reconfigurer le lieu stratégique où la personne se trouve, ou bien où le groupe humain se trouve. Et c'est la raison pour laquelle, quand on voit de près, l'espace public maghrébin n'est pas homogène ni monolithique, puisque les traditions véhiculées par les familles sont fortes, mais les usages sont différenciés avec des possibilités de métissage, de rajout, de rectification ou carrément de rejet. Ceci est visible par exemple chez la seconde et la troisième génération qui ont fréquenté l'école française, contrairement à leurs parents, et qui se sont mêlés à d'autres horizons et cultures en liant, par exemple, par l'amitié ou par le mariage, etc. Et une part significative de ces générations est intégrée, attachée aux valeurs des aïeux, mais profondément moderne et laïcisée, et résolument tournée vers l'avenir et les nouvelles technologies. De ce fait, l'espace public maghrébin se trouve transformé. C'est-à-dire lui-même, cet espace maghrébin, au milieu d'un espace stratégique qui est la France tout entière, lui-même il subit des transformations puisqu'il se trouve dans une situation d'interaction avec d'autres espaces publics. Et quand il se trouve dans un lieu français, donc dans sa perspective à lui, de cet espace public maghrébin, il devient, c'est-à-dire il pratique le lieu où il se trouve. Quand il le pratique, forcément il fait intégrer des valeurs communes, il fait intégrer des perspectives, des symboles. Et un exemple simple, par exemple pour un maghrébin ou pour un portugais ou un polonais par exemple, moi je prends ici l'exemple du maghrébin, quand il vit par exemple dans un appartement à l'architecture haussmannienne, par exemple à Paris, quand il dispose son intérieur, l'intérieur de la maison, donc il peut choisir les motifs, il peut choisir la décoration et tout ça, donc il peut créer un intérieur maghrébin dans un extérieur haussmannien. Et ça, c'est là où on peut justement définir ou bien trouver justement cette différence et cet usage différencié du lieu en quelque sorte en faisant son empreinte ou en laissant son empreinte du pays d'origine à l'intérieur justement d'un cadre qui s'impose, qui l'architecture telle qu'elle se trouve, comme l'exemple que j'ai donné, l'architecture haussmannienne. Et justement, la problématique sur laquelle je travaillais là-dessus, c'était, je me suis justement posé cette question, si l'espace public maghrébin constitue une différence dans l'espace public dominant, il n'emporte pas moins des marques de différence dans ses termes et ses relations, et ses valeurs deviennent sujettes à des altérations en vertu de contacts, d'échanges et d'interactions. Et je vous remercie. Merci à vous. Merci pour votre conversation et aussi pour le respect du temps. Je vais terminer en 20 minutes. Donc sans plus tarder, je vais donner la parole à M. Abdelhakim Saïd, qui lui va nous parler de la communication philosophique dans la pensée de Mohamed.